Oui, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Philippe et dans le Pré. Alors, dans cette actualité, vous avez vu que ils ont fait pression au niveau des élus, la FNSEA, au niveau de l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas fait pression que sur l'Assemblée nationale, ils avaient fait pression avant sur le Sénat. Ça s'appelle du lobbying permanent, tout comme ils font pression au niveau européen, au niveau du COPA-COGECA. Donc, cette cogestion avec les politiques, si vous suivez un peu l'actualité, il est facile de comprendre ce qui se passe. Vous avez vu lors des manifestations devant l'Assemblée nationale, les tracteurs qui sont venus, vous regardez qui étaient ces agriculteurs. Vous regardez qui il était. Est-ce que c'était des producteurs de lapins, de volailles, de porcs, de vaches laitières, de vaches allaitantes, de moutons, de chèvres? Est-ce que c'était des horticulteurs? Est-ce que c'était des apiculteurs, des maraîchers? Regardez bien le profil de ceux qui y étaient. Il y a une catégorie que j'ai pas citée, vous allez la reconnaître. Un petit nombre qui sont autour de Paris et qui sont au garde à vous de Monsieur Arnaud Rousseau quand il donne le coup de sifflet. Voilà, parce qu'ils ont des intérêts personnels à défendre. Alors, vous avez vu qui est venu les trouver. Vous avez vu la cogestion. Vous avez vu la poignée de main de Madame la ministre. Vous avez vu la poignée de main de Monsieur Retailleau. Vous avez vu la déclaration lamentable de Laurent Wauquiez, qui a dit que le problème central du monde agricole, c'était toutes ces normes et toutes les entraves qu'on faisait pour empêcher les agriculteurs de travailler et de produire. Vous avez vu la manœuvre. Ce qui est très dommage dans ce débat-là, c'est que les médias essayent de mettre d'un côté, soi-disant, des écologistes et de l'autre côté, les gens qui ne seraient pas écologistes. Le débat n'est pas du tout là. Il y a des écologistes qui ont demandé, il n'y a pas très longtemps, qu'on attaquait le comté. Il était complètement, à mon goût, complètement à côté de leur pont, à attaquer le comté, qui est un des modèles français. C'est bien dommage que, justement, il n'y ait pas eu des appellations comme le comté dans toute la France et qu'on ne l'ait pas fait dans d'autres productions. Donc bravo aux gens du comté et à tous les autres. Donc on veut mettre un débat écolo contre le reste de la société. Mais ça n'a rien à voir avec les écolos. Le débat des néocotinoïdes, le débat de certaines substances qui sont, moi je suis pas scientifique, qui ont été validées par un nombre important de scientifiques reconnus dangereux, soit on continue de les utiliser, on prend le risque, comme déjà les cancers qu'on a et toutes les maladies qu'on a sur les enfants et sur nous les paysans déjà d'abord parce qu'on les utilise et sur le reste de la population, soit on prend la décision et quand on interdit une molécule parce qu'elle est dangereuse, lorsqu'on a interdit des médicaments, des antibiotiques, on est rarement revenu en arrière. On va pas réintroduire ou faire une dérogation sur quelque chose qui a été reconnu dangereux. Je vois pas du tout là. Là, c'est du lobbying pour défendre un petit noyau d'agriculteurs, pas les agriculteurs. C'est pas vrai. Alors après les solutions, distorsion de concurrence, clause miroir, mais ça c'est vrai. Mais alors les politiques, là on revient aux décisions politiques. Si on est en Europe, les échanges qu'on fait, les accords de libre-échange, si les gens sont pas aux mêmes normes que nous, bah, pourquoi on les laisse rentrer? On le fait quand on veut. Nous, par exemple, en tant qu'éleveurs, les produits vétérinaires, on n'a pas le droit de les prendre à l'étranger. Beaucoup de gens ont été condamnés lorsqu'ils ont essayé de prendre des produits en Espagne, en Irlande, en Italie ou ailleurs, parce qu'il y a des clauses bien précises, hein, qui ont été scellées dans le marbre par la Fédération nationale des vétérinaires. Et là, nous, pour les agriculteurs, si certains utilisent une molécule, puisqu'on dit qu'elle est dangereuse, si elle est utilisée en Allemagne ou ailleurs, mais les produits à ce moment-là, faut pas qu'ils viennent chez nous. Faut être cohérent jusqu'au bout. Et ça, c'est la faute des politiques. Ça n'a rien à voir avec le débat de fond scientifique, savoir si c'est dangereux ou pas dangereux. Si c'est dangereux, on peut pas l'utiliser. Si on peut pas l'utiliser, il faut trouver une alternative.
Si on veut trouver une alternative, faut mettre de l'argent dans la science pour trouver une alternative. Parce qu'il y en a des alternatives. Simplement, on n'a jamais voulu mettre d'argent pour la recherche, pour sortir et trouver des alternatives. On veut rester dans ce modèle parce qu'il rapporte à l'agro-industrie, parce qu'il rapporte à l'agroalimentaire, parce il rapporte au laboratoire, parce qu'il rapporte à Bayer, Caravale et Monsanto. Parce que Arnaud Rousseau, qui était présent et qui a entraîné des petits soldats FNSEA qui n'ont encore pas compris comment il était manipulé, parce qu'Arnaud Rousseau, lui, dans le costume qu'il est, il ne peut pas être contre, puisque dans les financements croisés, on retrouve Unigrin, le bras des céréaliers de la FNSEA, créé en 63, avec ses multiples branches dans le monde entier. On retrouve Unigrin, on retrouve bien sûr le groupe Avril où est Monsieur Arnaud Rousseau, et puis on retrouve le regroupement des coopératives, InVivo, les plus de 200 coopératives qui bien sûr vendent des produits phytosanitaires. Donc on retrouve des multinationales qui font de 9 à 15 milliards d'euros quand même, c'est pas une paille, hein, qui sont un État dans l'État. Donc ils sont venus faire pression devant l'Assemblée nationale. Voilà, pour défendre une minorité d'agriculteurs. Des solutions, est-ce qu'il en existe? Oui. Quand on les cherche, on les trouve. Quand on met de l'argent dans la recherche, on trouve les solutions. Quand on ne veut pas sortir du système, ben on n'en trouve pas. Alors ça, cette loi du plomb, Monsieur Laurent Duplon de la Haute-Loire, FNSEA, qui a bien travaillé pour ses petits camarades FNSEA, main dans la main avec Laurent Wauquiez, avec Bruno Retailleau, avec la ministre, j'en passe et des meilleurs, puisque historiquement, vous regardez où les dirigeants de la FNSEA ont fait leur carrière en politique, majoritairement, c'est dans ce parti-là. RPR, UDF, certains ont été au Parti Socialiste, mais le gros des troupes, il est là. Donc, Laurent Duplon a fait son travail. Il a défendu ses amis. Autre débat, les stockages d'eau. Faut créer des bassines pour pallier à la souveraineté. Erreur fondamentale. L'irrigation, elle est indispensable. Je l'ai déjà dit, indispensable. Mais elle doit se gérer à l'échelon des territoires. En fonction des sécheresses qu'on a, on doit revoir notre modèle, revoir le mode de culture et créer, oui, des stockages où c'est nécessaire pour les cultures spécialisées, où c'est nécessaire. Mais en construire partout de façon aveugle, aux frais du contribuable, pour aller exporter du maïs et du blé à l'extérieur, non. Non et non. Ce n'est pas rentable. Et dans les endroits stratégiques des réserves, pour pallier à notre souveraineté et être autonome le plus possible d'un point de vue alimentaire, avec du stockage d'eau des réserves, oui. Créer des stockages de façon importante pour aller exporter sur les marchés mondiaux, non. Non. Parce que c'est payé par le contribuable et économiquement, c'est un non-sens économique parce qu'on n'est pas rentable. On ne sera jamais rentable. Aller sur les marchés internationaux. Donc, souveraineté, production, échange avec certains pays où on peut avoir des intérêts à vendre du blé pour récupérer d'autres matières qu'on n'a pas, ça oui. Mais vouloir faire comme le propose Laurent Duplon, c'est rester dans le modèle, continuer à faire tourner l'agro-industrie et l'agroalimentaire. C'est produire plus. C'est les dérogations pour les permis de construire. Comme l'a dit la ministre il n'y a pas longtemps, il manque en gros un poulailler géant par département. C'est ça le sens de la loi du plomb. C'est d'avoir des permis de construire de façon plus rapide pour couvrir ce modèle industriel. Alors, est-ce qu'il y a de l'abus aujourd'hui administratif dans l'attribution des permis de construire? Oui. Est-ce qu'il y a des choses à réformer? Oui. Est-ce que l'administration est trop lente? Oui. Est-ce qu'il y a trop d'acteurs entre les élus, les communes, le département, la chambre d'agriculture qui mettent des avis pour les permis? Bien sûr que oui. Est-ce qu'il peut être utile de réduire les délais? Je dis oui, mais pas pour faire n'importe quoi, n'importe quel projet. C'est le projet final qu'il faut voir. Si c'est réduire les délais administratifs pour les fermes familiales qui veulent monter des projets pour installer leurs enfants à taille humaine, personnellement, je trouve que l'administratif est trop long, trop lourd et trop long. Mais là, le sens de la loi, c'est pas ça. C'est pour
faire passer en force les projets industriels pour qu'il aille plus vite et que lorsqu'il y a des enquêtes publiques, il n'ait pas le temps de réagir. C'est tout. Cherchez pas plus loin. C'est pour couvrir le modèle industriel. Hein. Donc les stockages d'eau, je vous ai répondu, oui, irrigation indispensable, mais pas de la façon dont ils veulent le faire. Parce que de la façon dont ils veulent le faire, c'est pour produire plus, pour exporter, produire plus, c'est encore enlever du revenu aux paysans. Hein. Alors, le cœur du sujet, bah bien sûr, c'est le revenu. Que ça soit avec des phytos ou sans des phytos, il y a énormément de productions qui ne sont pas concernées du tout par ces mesures. Du tout. Et c'est pas pour ça qu'on a du revenu dans l'élevage. Et même un céréalier qui n'utilise pas de phyto, c'est pas pour ça qu'il dégage un revenu satisfaisant au prix que sont les céréales. Ça va pas du tout. Et s'il utilise les phytos, c'est pareil. Ça va pas du tout. Les céréaliers qui étaient présents là-bas, c'est le prix des céréales qu'il faut qu'ils remettent en cause. C'est le prix minimum, on l'appelle comme on veut, des prix à hauteur des coûts de production. Fallait pas qu'il accepte la suppression des quotas en betterave. Fallait pas qu'il accepte le libre-échange. C'est la théorie de Ricardo qui a ruiné les paysans puis les céréaliers. C'est pas les phytosanitaires. Les phytosanitaires, c'est un débat de fond où il faut travailler sur du long moyen terme pour arriver à protéger les populations, les apiculteurs, nous les êtres humains, et mettre en place un système vertueux où on peut produire largement ce qu'il faut, soit en les diminuant fortement, soit en les supprimant, les phytosanitaires, par étapes dans bon nombre de productions. Et dans bon nombre de productions, ils sont supprimés. Il y a encore quelques productions où ils posent des problèmes. Parce qu'on n'a pas voulu répondre à la solution. Parce qu'on les a, les solutions. Simplement, on les cherche pas. Parce que ce modèle-là, il rapporte à tous ceux qui sont autour de nous. C'est aussi simple que ça. Donc, au lieu d'aller manifester à l'Assemblée nationale, allez donc demander des comptes. Le problème de l'agriculteur, c'est qu'il n'a pas de rémunération. Alors, faut demander des comptes, puisqu'on n'a pas notre carnet de facture. Demander des comptes à ceux qui nous achètent nos produits, qui ont gardé des marges, tous les grands groupes industriels, toutes nos coopératives, qui sont bien sûr Arnaud Rousseau, ce qui représente ces gens-là, c'est là qu'il faut les manifester. Chez nos multinationales qui tiennent les paysans et dans les chambres d'agriculture, il faut les manifester devant les chambres d'agriculture, parce que c'est elles qui ont conduit la politique agricole. Et les mensonges continuent, j'ai vu, sur un plateau télé, il y a un jour ou deux, sur France Info, une dame qui a dit qu'il y avait des écarts considérables en agriculture, ce qui est vrai, et qu'on parlait jamais de ceux qui gagnaient bien leur vie. Si, j'en ai parlé, il y en a autour de 15% qui sont au-dessus de 2000 euros net mensuel avec amortissement. Autour de 15%. J'en ai parlé. Et elle a sorti un chiffre, elle a dit, vous voyez, on le dit pas, on veut pas le dire, il faut le dire, on a le devoir de le dire. En peur, ça va très bien. On a des agriculteurs qui gagnent, ça, écoutez bien, qui gagnent 180 000 euros par an. Alors il se trouve que je vais faire une vidéo quand je vais avoir un moment sur la production porcine. 180 000 euros par an. Alors déjà, faut qu'elle nous donne les noms parce qu'on n'a pas le droit de balancer ça dans la nature quand c'est faux. Nous, on est prêt à aller avec des journalistes, mener une enquête, voire décortiquer la comptabilité. Vous savez ce qu'elle a donné, là, 180 000 euros par an? Elle a donné le bénéfice d'entreprise. J'ai même pas besoin d'aller voir, je le sais déjà. Des producteurs de porc, les comptabilités, on les a. Petits ou gros. Parce qu'on a des comptabilités de gens qui ont jusqu'à 1500 truies et sort engraisseurs. Ça commence à faire un peu, ça. Bon. Non, madame, ça gagne pas d'argent. Et ça gagne pas 180 000 euros par an parce que si vous aviez 2 minutes pour réfléchir, 180 000 euros divisé par 12 mois, ça fait 15 000 euros par mois. Hein. Donc, faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Hein. C'est un bénéfice d'entreprise qui sert à réinvestir, rémunérer les capitaux engagés et se tirer après ce qu'on appelle les prélèvements privés, qui est notre revenu. D'où l'intérêt de communiquer de plus en plus qu'en agriculture, on cache le problème parce qu'on ne sait pas dissocier la rémunération du capital du salaire. La rémunération du capital, des capitaux engagés, hein, et notre revenu, nous, qu'on se prélève, c'est deux choses totalement différentes. Il faut dissocier ce qui est du capital d'exploitation, qui est à amortir et à rémunérer, de notre rémunération réelle, qui est nos prélèvements privés, qui est notre salaire.
Et si vous trouvez quelqu'un, je vous l'ai dit, un couple qui s'est prélevé 2 000 euros, c'est pas beaucoup, hein, qui s'est prélevé 2 000 euros, ça fait 4 000 euros par mois avec amortissement sur une carrière, vous donnez mon adresse mail, philippe.grégoire22. Vous la donnez. Mes deux journalistes sont toujours prêts, j'en ai trois même, qui sont prêts à bondir pour aller voir cette ferme qui se prélève 2 000 euros, monsieur, madame, sur 40 ans. Vous savez, personne m'a appelé, vous savez, parce que malheureusement, c'est qu'on n'en a pas trouvé en élevage. C'est pour ça que personne m'a appelé. Vous comprenez? Donc, il faut absolument, l'enjeu, ça, c'est encore faire diversion, hein. Certes, il y a un problème de phyto, il y a une concurrence, on est bien d'accord, déloyale, il n'y a pas toutes les mêmes règles, mais le corps du sujet n'est pas là, puisque les agriculteurs continuent d'arrêter massivement leur activité. On va perdre 100 000 agriculteurs en moins de 10 ans, et ce n'est pas lié aux phytosanitaires, puisque ceux qui n'en utilisent pas, ils arrêtent pareil. Ils quittent le navire et ils retrouvent personne pour prendre leur exploitation. Voilà, parce que tout simplement, il n'y a pas de rentabilité, hein. Et cerise sur le gâteau, puisque nos politiques ne savent pas conduire le modèle économique agricole, ils n'ont pas de vision long moyen terme, ils ont une vision à 5 ans pour leur réélection, c'est important d'être élu pour eux, ça permet d'assurer leur carrière. Eh ben, on a 6,5% de droits de douane de prévus sur les engrais russes et une taxe de 40 à 50 euros. Voilà. Donc quand on est attaché à l'OTAN, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, avec les États-Unis qui pilotent l'Europe, qui envoient l'Europe dans le mur, et ben ça donne ça. Ça donne des mesures de rétention envers la Russie. On met des taxes, les autres, ils vont apporter une réponse. Nous, on n'a pas l'énergie, eux, ils l'ont. Donc, on s'est déjà tiré une balle dans le pied avec l'électricité, le prix de l'électricité. On s'en tire une deuxième, là, avec les engrais. Voilà. Voilà, donc on a des chefs d'État et de gouvernement qui marchent à l'envers, complètement à l'envers. Soit ils marchent à l'envers, soit ils sont là pour détruire le pays. Il n'y a pas 50 solutions, parce qu'on s'y prendrait pour mieux. Donc, pour résoudre tout ça, eh bien, au lieu d'aller manifester devant l'Assemblée nationale, il aurait dû faire des propositions concrètes, c'est-à-dire des prix à hauteur des coûts de production pour que les agriculteurs aient un revenu digne. Un revenu digne, c'est 2 SMIC et demi, hein. Et pour cela, l'État a tout ce qu'il faut pour le faire. Ça a été fait aux États-Unis avec les plans de relance. Ça a été fait aussi chez nous pendant le Covid pour beaucoup d'entreprises, sauf que les PGE, les prêts garantis par l'État, les entreprises doivent les rembourser sur 5 ans et beaucoup vont tomber en dépôt de bilan parce que 5 ans, c'est pareil, c'est une méconnaissance économique. Faut faire mettre ça sur des longues périodes, 30, 40 ans, hein, qu'il faut donner, hein, et les inscrire en haut de bilan, hein, pour que les entreprises reprennent de l'air pour pouvoir rembourser. Et là, nous, en agriculture, on a tous les outils pour le faire. Il suffit de mettre en place un autre modèle agricole avec un plan de désendettement et un remboursement de la dette en rente perpétuelle, hein. C'est-à-dire, il n'y a pas d'annulation de la dette. Le paysan, il rembourse tous les ans à un taux d'intérêt qui est très faible, parce qu'on peut s'aligner sur les taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne. On peut le faire avec l'Europe, on peut le faire sans l'Europe. C'est des décisions et des volontés politiques. C'est des décisions et des volontés politiques. Il n'y a pas besoin de l'Europe pour le faire. La preuve, il y a des pays qui ont désobéi au traité, tous les ans, qui n'ont rien respecté du tout, hein. Et les chefs d'État n'ont pas été en prison, hein. Ils sont toujours à l'apéro et, et avec les chefs d'État et de gouvernement et Ursula von der Leyen. Donc, si on veut reprendre notre souveraineté, il n'y a pas 50 solutions. Il faut des politiques qui tracent des trajectoires et qui arrêtent de nous faire perdre du temps avec des débats stériles comme les néocotinoïdes. Ça, c'est un débat de fond qu'on doit poser sur la table, mais ça n'a rien à voir avec la disparition des paysans. Rien à voir avec les paysans qui se suicident. C'est le revenu. Le revenu, répartition de la valeur dans la filière, sans quoi nous pouvons rien faire du tout. Je vous remercie et à bientôt.